Alors que je me baladais innocemment sur internet, je découvris que des chercheurs avaient trouvé notre plus vieil ancêtre à nous, les humains, et à un tas d'autres espèces d'ailleurs. Et là, une question m'est venue à l'esprit. Combien de fois ai-je entendu qu'on avait trouvé le plus vieil ancêtre de l'homme ? Cette découverte a été publiée au début de l'année dans la revue Nature. Alors Nature est réputée pour être une revue qui de temps en temps a des titres un petit peu racoleurs. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo sur le requin du Groenland qui était le plus vieux vertébré connu. Qu'il est donc jusqu'à ce qu'on en trouve un autre, donc, et voilà, là aussi c'était un petit peu sensationnaliste si je puis dire. Bref, aujourd'hui il s'agit d'un petit fossile qui à l'œil nu ne ressemble qu'à un petit grain noir sur un morceau de roche. Les chercheurs ont voulu voir ça d'un petit peu plus près grâce à un microscope électronique à balayage, et ils ont vu ça. Ce fossile, trouvé en Chine, date d'environ 540 millions d'années. Il s'agit du Sacoritus, petit organisme vivant probablement dans les fonds marins, mesurant à peu près 1 mm. En passant, petite anecdote, les chercheurs ont apparemment dû traiter 3 tonnes de roches calcaires avant de trouver ce petit fossile. Ils sont pas du tout tarés du tout les mecs, absolument pas, non. Son corps est recouvert de peau et de muscles qui, en se contactant, devaient certainement permettre ses déplacements. On note aussi la présence, plus visible sur cette image reconstituée, de petits orifices servant, là aussi on suppose, à évacuer toute l'eau qu'il avalait. Les chercheurs ont dit de ces petites structures coniques censées évacuer l'eau, eh bien qu'elles pourraient être un précurseur des branchies. Bon, ça reste de l'ordre de l'hypothétique, ok, mais vous allez voir qu'il y a un rapport avec les poissons. On va voir ça un petit peu après, vous allez comprendre. Un petit peu de patience. Mais s'il y a une caractéristique morphologique, eh bien qui a vraiment retenu l'attention de tout le monde, y compris des médias, c'est cette énorme bouche. Effectivement, elle est gigantesque, elle servait évidemment à se nourrir, mais éventuellement aussi à évacuer les déchets. Parce que, bon, ils ne l'ont pas vu, ou alors il n'y en avait pas, mais en tout cas, visiblement, il est annoncé que Sacoritus, eh bien, il n'a pas d'anus. Ah! Et bien sûr, ça va faire marrer tout le monde, on va retenir que ça de toute la vidéo. Les médias s'en sont bien sûr beaucoup emparés, et comme je l'ai mis également dans le titre de ma vidéo, je vais pas trop me moquer. Et je vais me contenter de vous dire que cet organisme est effectivement relativement atypique, et que s'il faut retenir une caractéristique très importante et nécessaire à la compréhension du reste de la vidéo, c'est que cet organisme est dit bilatéral. Ça pète un peu l'ambiance, mais c'est comme ça. Bilatéral, c'est quoi? C'est très simple. Cela signifie qu'il y a une symétrie comme vous et moi. Mais si, regardez, en fait, c'est flagrant. Voilà. Si vous voulez une idée d'espèce non bilatérienne, pensez aux méduses et anémones de mer, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que le vivant a été classé, répertorié un petit peu dans tous les sens, selon la morphologie, la génétique, etc. Et que tous les organismes vivants se sont vus attribuer un groupe. Oui, classer les autres espèces, c'est un truc d'humain, cherchez pas. Chacun des groupes possède une ou plusieurs caractéristiques qui lui est propre. Pour illustrer ça, nous allons utiliser le site LifeMap, qui est cool, et je vous mets le lien dans la description. Prenons un exemple avec nous autres, parce que pour qu'un humain comprenne bien, le meilleur moyen est encore de prendre un exemple. Si je dézoome, je vais voir que l'homme fait partie des hominidés, puis des primates. Si je continue, je vais voir que nous faisons partie des mammifères. Bon, vous connaissez bien ce groupe-là, donc je vais en profiter pour faire une précision utile qui va vous aider à bien comprendre cette notion de groupe. Comme je le disais, un groupe se caractérise par une ou plusieurs caractéristiques principales précises, et en l'occurrence, pour les mammifères, il s'agit de la production de lait via des glandes. Entre parenthèses, cela ne réclame pas forcément des tétons, ce n'est pas ce qui caractérise les mammifères, même si ça peut paraître étonnant. Un exemple très concret, c'est l'ornithorynque, il produit du lait, mais il n'a pas de mamelles. Et oui, en plus d'avoir dit anus dans la vidéo, je dis téton et mamelles. Quand on vous dit que les biologistes se permettent tout et n'importe quoi. On continue encore sur LifeMap? Allez, vous allez voir que les groupes en fait s'imbriquent les uns dans les autres comme des poupées russes. Si je dézoome encore, je constate qu'Homo sapiens fait également partie des vertébrés, des chordés et des deutérostomiens, l'une des subdivisions des bilatériens dont je parlais tout à l'heure, ceux qui étaient bilatérales. Subdivision que nous partageons donc avec ce petit fossile. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il est notre ancêtre. Parce qu'à ce jour, il est le plus vieux deutérostomien connu. Deutérostomien, c'est donc le nom du groupe, et en plus nous le partageons avec les poissons. C'est pour ça que ça parlait branchies tout à l'heure, voilà, donc tout ça semble, c'est merveilleux quoi. Petite curiosité parfaitement inutile en passant, si vous allez sur la page Wikipédia des deutérostomiens, vous verrez que le représentant des Homo sapiens qui a été choisi, c'est Michou. Le fait qu'il n'ait pas d'anus a mine de rien quand même son importance. Les deutérostomiens ont pour particularité, lors du développement embryonnaire, d'avoir d'abord la formation de l'anus, puis, dans un second temps, une bouche. Vous avez vu, son anus est en forme d'astérisque. Non mais ok, promis, j'arrête les blagues là-dessus. Promis.
Le fait qu'il n'ait pas d'anus est donc pour le moins surprenant, parce qu'il est quand même annoncé que c'est un deutérostomien primitif, donc il est plutôt censé en avoir un. En fait, ils supposent qu'il n'y a pas d'anus, ils ne l'ont pas vu, donc c'est pas tout à fait pareil. En fait, là, il y a plusieurs hypothèses qui sont évoquées. Par exemple, eh bien, pendant le développement embryonnaire, il y aurait pu y avoir un anus, mais qui se soit refermé plus tard. Ou alors, cet anus aurait pu devenir l'un de ces orifices que nous avions vus, les petites structures coniques. Ou encore que ces petites structures-là, toujours les mêmes, eh bien, servaient à l'évacuation des déchets. Ou encore, eh bien, que l'anus n'ait pas été fossilisé contrairement au reste du corps. C'est possible aussi. Et là maintenant, ça va vous demander un brin de concentration puisqu'on va parler du concept d'ancêtre commun. C'est un petit peu particulier et peut clairement vous induire en erreur. Quand on vous dit qu'un organisme est un ancêtre commun, on n'est pas en train de dire qu'il s'agit là de votre arrière, arrière, grand-père. Tout ça pour dire qu'on fait pas de la généalogie. Vous voyez bien que c'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour démontrer un truc? Non, ce que nous faisons ici, c'est de la phylogénie. En fait, on ne parle pas de vos ancêtres directs, qui sont bien concrets, mais en fait, nous comparons les groupes ou des espèces entre elles pour savoir s'ils sont plus ou moins proches, ce qui n'a donc rien à voir. Par exemple, Homo sapiens est plus proche de ses cousins primates que d'un requin, mais plus proche d'un requin que d'une bactérie, évidemment. Ces fameux ancêtres communs se trouvent théoriquement aux embranchements, là où les lignées se séparent pour former de nouveaux groupes. La génétique apporte des éléments très étonnants qui prouvent bien qu'on ne fait pas de la généalogie. Par exemple, le chêne est plus proche de la pâquerette que du pin. Ou encore, la sardine est plus proche de l'homme que d'un requin. Eh oui! Un fossile, comme dans le cas présent, ne peut être étudié qu'à travers sa morphologie. Bon, on peut pas en prendre de l'ADN, on peut le comparer à d'autres ADN, autrement dit, il va nous manquer énormément d'informations, tout simplement. De plus, la probabilité qu'un ancêtre commun se trouvant à un embranchement précis, eh bien, se soit fossilisé et qu'en plus de ça, on l'ait retrouvé, bah, ces chances-là, c'est quasi nul. Parce que les conditions pour obtenir tout ça, eh bien, elles sont monstrueusement difficiles à réunir. Autrement dit, il est impossible d'affirmer qu'un fossile soit notre ancêtre. On peut juste dire de qui il est le plus proche, en l'occurrence ici plutôt des deutérostomiens. Bref, pour vraiment avoir la réponse sûre, il faudrait retrouver tous les fossiles de tous les individus, de toutes les espèces, de tous les groupes qui ont existé. C'est impossible. En d'autres termes, notre puté fossile est un fossile. Il est un individu au sein d'une espèce, elle-même au sein d'un groupe. Il ne faut donc pas résumer le concept d'ancêtre commun à un seul individu. On ignore si notre fossile a donné une descendance, par exemple. Il n'est certainement pas le plus vieux représentant de son groupe, rendez-vous bien compte. Très peu d'individus ont été fossilisés, parce que c'est très complexe comme phénomène. Ensuite, nous en avons retrouvé très peu, et même certains ont été détruits. Autrement dit, eh bien, ça trouve le véritable ancêtre commun, il est chez l'espèce d'à côté. Il s'agit donc d'une totale approximation du plus vieux représentant des deutérostomiens. Autrement dit, Saccharotus est plutôt une sorte de cousin plus ou moins proche du véritable ancêtre commun. Nous ne pouvons donc dresser qu'un portrait qui sera plutôt abstrait et hypothétique du véritable ancêtre commun qui, attention, a bel et bien existé. Et les fossiles nous aident à dresser ce portrait. Et ce portrait, à quoi il nous sert? Simplement, à visualiser nos origines et à comprendre quelles sont les caractéristiques de ces groupes et éventuellement dans quel ordre elles sont apparues. Hélas donc, il est quasi impossible de retrouver ces organismes qui sont à la croisée des chemins. Il faut donc nous satisfaire de leurs cousins et de nous faire une idée de nos ancêtres communs grâce à eux et à eux seuls. Et on peut aller assez loin en parlant d'ancêtres communs. S'il fallait parler d'un commun à tous, au sens phylogénique donc, eh bien nous parlerions d'un certain Lucas. Il se situerait par là. Il est donc l'ancêtre commun des eucaryotes, qui sont les organismes possédant un noyau, renfermant lui-même l'ADN, comme nous, et des prokaryotes, à savoir les bactéries, les archées, qui n'ont pas de noyau. Lucas n'est pas du tout le nom de votre petit frère, absolument pas, mais il est un acronyme anglais signifiant The Last Universal Common Ancestor, soit le dernier ancêtre commun universel. Notez mon accent anglais irréprochable. Il nous permet de nous rendre compte que même s'il a bel et bien existé, Lucas reste relativement assez imprécis et flou. Et avant de continuer, il faut bien se rendre compte que Lucas n'est pas le premier organisme vivant. Non, il est le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants. Il est donc le plus proche de tous les êtres vivants tels que nous connaissons la vie aujourd'hui, avec le carbone, les cellules et tout le tintouin. Lucas n'est donc pas à l'origine de la vie. Il y a eu de la vie avant lui, sous une forme proche, voire une forme très différente que nous ne connaissons pas. Finalement, la lignée de Lucas est la seule que nous connaissons, peut-être parce que c'est la seule qui a survécu là où les autres se sont éteintes.
On peut donc s'amuser à imaginer toutes les formes de vie diverses et variées qui subsistaient alors à l'époque et il y a plus de 3,5 milliards d'années. Lucas partage avec les 3 grandes lignes des points communs sur lesquels nous nous basons pour nous en faire une idée plus ou moins précise. Malheureusement, nous n'avons que des portraits robots car il est impossible un jour de retrouver Lucas. Néanmoins, il représente quelque chose de particulier à un moment de l'histoire évolutive où, juste avant la séparation de ces 3 grandes lignées, nous pouvons voir la cellule, de l'ADN et possiblement la formation de protéines. Et Lucas fait quand même l'objet d'un certain consensus, mais il reste un concept encore perceptible, sujet à débat, où plusieurs modèles peuvent se confronter. Mais globalement, l'idée, même si je résume énormément, c'est que Lucas était un petit prokaryote et plus tard, ça a donné des eucaryotes. Tout ça pour dire que le concept de l'ancêtre commun, c'est surtout pour nous donner une idée, nous donner une histoire évolutive, rien de plus, rien de moins. Un concept avec une grande bouche et pas d'anus. Désolé. Voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens à remercier Patrick, Kevin et Fanny de m'avoir beaucoup aidé pour préparer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, vous savez bien comment ça marche. Si ça vous a plu, vous partagez, vous mettez un pouce bleu, etc., etc. Enfin bon, vous voyez ça tout le temps partout, donc j'essaye de pas trop insister. Voilà. Encore merci, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de l'Envers de la blouse. Salut!